Alors, bonjour à tous. Alors voilà, je vous invite pour cette seconde partie qui est vraiment la suite de celle d'Hélène tout à l'heure sur la présentation du dictionnaire. Alors, ma présentation va se vouloir comme un filtre sur la présentation d'avant. Alors, on aurait pu faire une présentation en duo, mais alors je fais appel à votre mémoire. Et est-ce que vous avez pu observer des articles que nous avons vus dans Usito au préalable? Peut-être simplement au départ, vous parlez du lien qu'il y a, que j'ai pu avoir avec Hélène Cagelet-Laganière. Donc, dans les responsabilités que j'avais au ministère, une de celles-ci a été l'élaboration d'une liste orthographique pour le primaire. Hélène en a parlé tout à l'heure. Alors, quand est venu l'objectif ou notre préoccupation d'établir une liste, parce que c'était très demandé par les enseignants, alors nous avons fait appel à l'expertise de l'équipe de Usito. Alors, d'où la collaboration très proche que nous avons eue avec Hélène et pour pouvoir parfois lui insuffler quelques demandes du milieu scolaire. Alors, on ira d'une façon bien simple. Alors, je vais au départ vous situer les orientations des programmes de français pour que vous mettez dans le bain de ce que c'est ou ce que devrait être l'enseignement du français au primaire et au secondaire. Ensuite, de regarder ensemble quelles utilisations des enseignants pourraient en faire, des utilisations que des élèves pourraient en faire ou que vous-même, comme utilisateur du dictionnaire, pourriez faire. On ira voir de façon plus précise des exemples d'intervention et pour conclure sur je dirais le dictionnaire comme un éclairage ou un apport au rapport positif à la langue. Alors, pour quelques instants, imaginez-vous que vous devenez maintenant prof du primaire ou du secondaire et qu'on vous met devant une classe. Alors, par où vous prendriez le problème et vous vous demanderiez sans doute quelles sont les orientations qu'il y a au cœur des programmes. Alors, je lis avec vous une citation du programme de français du deuxième cycle du secondaire. Alors, les programmes, pour vous situer dans le temps, le programme du primaire, tiens, j'ai apporté les versions papier, mais c'est surtout des versions électroniques que vous trouveriez. Donc, le primaire, il date de 2002. Et ici, vous avez un programme pour le premier cycle du secondaire, alors première, deuxième secondaire, puis un autre du deuxième cycle, troisième, quatrième, cinquième secondaire. Mais je vous lis une citation du programme du deuxième cycle parce que pour moi, c'est elle qui résume le mieux l'esprit général. Donc, déjà, dans des présentations, on dit que la langue et la culture sont au cœur de la classe de français. Alors, je lis le programme. La langue française, la culture québécoise et la culture francophone constituent la toile de fond de la classe de français. Elles y sont considérées à la fois comme des objets d'apprentissage, des assises à la communication, des sources de partage propices au développement de l'identité et des ressources pour une pleine participation à la vie démocratique, culturelle et sociale. On ajoute, les élèves sont appelés à adopter une attitude positive à l'égard de la langue et de la culture et à acquérir une maîtrise du français écrit et parlé. Ils sont amenés à réfléchir sur la langue et à prendre conscience de son rôle pour apprendre, structurer leur pensée et développer leur imaginaire. Ils sont conviés à découvrir le plaisir de maîtriser la langue française et à comprendre les cultures qu'elle véhicule pour mieux se situer dans la diversité linguistique et culturelle du monde contemporain. Alors, avec ce que vous avez entendu tout à l'heure sur le dictionnaire, je pense que vous pouvez déjà vous faire des images, de voir des liens que je vais vous amener à établir. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'on dit à découvrir, à comprendre les cultures qu'elles véhiculent. On se rend compte, ou vous êtes probablement, vous-même, vous êtes conscient de cela, que ce n'est pas parce qu'on parle le français qu'on a en partage. Si on a la langue en partage, on n'a pas nécessairement toute la culture qui est derrière la langue. Donc, le défi de la classe de français, c'est d'amener à comprendre ou à saisir cette diversité-là. Et si on se situe dans la perspective aussi que dans nos classes au Québec, tous les élèves doivent fréquenter l'école de langue française, donc
au cœur de la classe, au cœur de plusieurs classes, il y a des élèves qui viennent de cultures différentes. Même, parfois, ils parlent français, parfois, non. Ils ont une autre langue d'origine. On parle de culture, mais encore, qu'est-ce qu'on veut dire, à quoi ça réfère quand on se dit la culture? Je citerai une définition qui est dans un document de l'Ontario, de nos collègues de l'Ontario avec qui on avait travaillé, mais tiré des travaux de Denis Simard, ici de l'Université Laval. Alors, il y a deux perspectives dans la culture. Alors, on dit la culture, c'est comme objet et comme rapport. Comme objet, c'est un ensemble de connaissances, d'œuvres, de symboles, d'événements, d'institutions ou d'outils créés par une société au cours des ans afin de mieux comprendre le monde et de mieux se comprendre comme faisant partie de ce monde. Déjà là, on pourrait faire un exercice et reprendre un article du dictionnaire ou plusieurs articles de dictionnaire et de mettre des mots ou des exemples pour chacun d'eux. Je ne le ferai pas, mais je pense qu'avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce serait facile de le faire. On dit aussi que la culture, c'est comme un rapport. Alors, c'est dans le sens d'interactions qui naissent, de l'appropriation sélective et progressive des manifestations des systèmes de valeurs, des croyances, des traditions et des pratiques sociales qui caractérisent cette culture. La personne construit son identité à travers ces interactions. Donc, un des défis de l'école, c'est d'amener l'élève à se construire une identité francophone québécoise. Maintenant, les programmes eux-mêmes. Alors, je pense que vous n'êtes pas familier avec les programmes du primaire ou du secondaire. Alors, pour vous donner une idée, et peut-être pour vous aider à avoir un regard plus éclairé quand vous lisez des articles dans les journaux. Alors, les programmes sont vraiment en continuité du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Ce sont les mêmes compétences qu'on retrouve et pour lesquelles on va décrire au fur et à mesure la progression. Donc, 3 compétences essentiellement: lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés, communiquer oralement selon des modalités variées. Donc, des énoncés assez brefs, mais qui englobent vraiment une multitude de connaissances et d'éléments. Ces 3 compétences-là, à la fois la lecture, l'écriture et la communication orale, l'élève devra les développer et les maîtriser dans des contextes liés à l'information. Donc, on pense à tous les livres documentaires et on pense à tout ce qu'Internet nous offre comme matériel textuel très diversifié. Des contextes liés à la pensée critique, donc apprendre à justifier, à argumenter, lire des textes de justification, d'argumentation, et évidemment liés à la création, donc tout le domaine de la littérature et de l'imaginaire. Alors, c'est à la fois du primaire au secondaire. Donc, les compétences, mais encore. Alors, c'est inscrit dans la définition même de compétences qui était retenue dans les programmes que les compétences impliquent la mobilisation de ressources. On parlera des ressources internes et des ressources externes. Alors, des ressources internes, l'élève doit progressivement acquérir, je dirais, des connaissances d'ordre linguistique. Vous savez bien ce que c'est, donc le plan lexical, morphologique, syntaxique, grammatical, textuel, des connaissances d'ordre littéraire liées à l'institution littéraire, au genre littéraire. Il doit aussi, l'élève, mobiliser des processus, donc apprendre, par exemple, à planifier, à réaliser, à évaluer sa démarche et des stratégies pour mieux lire, écrire ou communiquer oralement. Il doit aussi faire appel à des repères culturels, que ce soit d'ordre linguistique, littéraire, géographique, historique. Donc, repères culturels qu'il développera graduellement à l'intérieur même de la classe de français, mais qu'il acquérera aussi peut-être dans son cours de géographie, dans son cours d'histoire, dans son cours de sciences. Et on est en classe de langue, alors l'élève doit aussi mobiliser, et quand on dit mobiliser, ça implique l'acquisition d'un métalangage spécifique à la langue. Il doit mobiliser aussi des ressources externes, des ressources humaines. Quand on est petit, quand on est en première année, peut-être qu'on va demander souvent à l'adulte de nous dépanner, mais graduellement, l'élève va apprendre
à consulter des ressources matérielles comme des dictionnaires et des grammaires, et évidemment des ressources virtuelles comme le dictionnaire, des idéateurs, des correcteurs, ou on pourrait dire carrément le web. Donc, c'est les programmes et des documents qui ont été faits par la suite, qu'on a appelé progression des apprentissages, donnent la liste des connaissances que les élèves doivent maîtriser à chacune des années. Donc, il y a une progression qui est établie. Alors là aussi, quand on entend parfois des détracteurs qui nous disent « Ah, les compétences, il n'y a pas de connaissances », sachez que c'est tout à fait faux. Alors, il y a des connaissances qui sont au cœur de l'apprentissage de la langue. Donc, l'élève doit mobiliser ces connaissances-là. Maintenant, quel est le contexte scolaire québécois? Si on vous donnait une classe demain matin, à quoi ça pourrait ressembler? Alors, au Québec, nous avons des programmes obligatoires, ce dont je vous ai parlé. Il y a aussi des examens obligatoires d'écriture au primaire, en 4e année, 6e année, au secondaire. Je pense qu'il faudrait ajouter la 2e année du secondaire. Je n'ai pas vérifié si ça avait toujours lieu. Puis en 5e année du secondaire. Donc, un examen au collégial, on l'appelle l'examen uniforme, mais sûrement que vous l'avez passé. Si vous êtes québécois, vous devez vous souvenir de l'examen de 5e secondaire. On est dans un contexte aussi où il y a des bibliothèques scolaires, dans la plupart des cas, quand les écoles ne sont pas trop bondées, et des livres variés, soit dans la classe ou à la bibliothèque. De plus en plus, les classes aussi sont équipées de tableaux blancs numériques avec un accès Internet. Il y a des ordinateurs, des tablettes numériques. Ce n'est pas évidemment nécessairement mur à mur, mais c'est un environnement qu'on peut retrouver dans la plupart des classes. Vous donnez quelques images, vous aider à voir. Alors, ici, dans la première photo à gauche, vous voyez une fiche qui a été affichée au tableau numérique et des élèves qui entrent en interaction. Ils lèvent la main, sans doute, pour répondre à une question de l'enseignante. À droite, on voit ici des élèves qui travaillent en équipe. Donc, on n'est pas nécessairement dans le modèle qu'on a en ce moment, où c'est l'enseignant qui parle en avant et les élèves sont plus ou moins actifs. Donc, mais on privilégie, dans le fond, des situations où les élèves vont être amenés à travailler en équipe. Et on voit ici, on les voit avec les tablettes numériques. On pourrait imaginer, on ne voit pas ce qui est sur les tablettes, mais peut-être qu'ils sont justement en train de consulter Usito et à se questionner les uns les autres. Est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que... On voyait tantôt le critiquer. Est-ce que je suis d'accord pour les emplois critiqués? Peut-être pas les élèves du primaire. On voit ici aussi, je l'ai choisi, vous voyez deux élèves côte à côte en train de discuter. Donc, on le verra aussi un peu plus tard. Donc, on encourage les élèves à prendre la parole, à justifier leurs réponses, à confronter leurs réponses et à se demander est-ce que c'est la bonne raison, la bonne justification. Et finalement, vous voyez l'enseignante au tableau numérique qui complète, probablement fait avec ses élèves, la synthèse sur une notion qui a été travaillée. Ces images-là sont tirées des activités, des suggestions d'activités pour travailler les mots de la liste orthographique. Vous allez trouver ces activités-là sur le site du ministère. Les images ne sont pas... Elles vont y arriver pour une prochaine version. Maintenant, si on aborde l'angle de l'enseignement. Alors, l'utilisation du dictionnaire par les enseignants. Comment peut-on penser ou quel potentiel Usito offre-t-il aux enseignants? Je place en premier le soutien à la formation des enseignants. Hélène vous l'a montré tantôt, une multitude de fiches techniques. J'en ai là aussi le français et la variation linguistique, les nouvelles orientations grammaticales. On a parlé des rectifications orthographiques ou des langues autochtones. Peut-être simplement pour vous signaler que
les personnes qui enseignent le français au primaire, ces gens-là n'ont pas la formation en linguistique que vous pouvez avoir ou en sociolinguistique. Donc, ils doivent baser c'est-à-dire leur propre connaissance grammaticale repose bien souvent sur les apprentissages qu'ils ont faits au secondaire. Donc, c'est certain que si un enseignant a la curiosité et qu'il fait du Zito son outil quotidien, il va y trouver là une source d'informations de toutes sortes, à la fois, je dirais, d'ordre linguistique, sociolinguistique ou culturel. Une autre façon qu'un enseignant, alors je pense que j'avais en tête en préparant cette présentation-là, c'était de se dire, si j'étais une enseignante, je ferais du Zito mon outil quotidien. Je ferais du Zito, il serait sur ma table, toujours ouverte, et je pourrais penser que des élèves, si je n'ai pas un ordinateur pour chaque élève, que chaque jour, un élève est nommé le gardien du Zito ou celui qui va répondre aux questions grâce à Zito. Donc, plaçons le dictionnaire au cœur de la classe de français. Donc, le dictionnaire, déjà, quand on regarde une entrée, quand on regarde un mot, il pourrait servir à un enseignant pour soutenir l'acquisition des notions et concepts par les élèves. On a parlé du métalangage, comment c'était important d'utiliser le métalangage. Alors, le métalangage, c'est pour faciliter la communication. Donc, on pourrait penser, ce qui est dans le dictionnaire renforce des apprentissages que les élèves ont fait ou doivent faire, qu'on pense aux classes de mots, donc déjà l'appellation, qu'on pense au tableau des formes, on l'a vu, les tableaux de conjugaison. Donc, tous ces tableaux-là font appel à une terminologie que les élèves doivent apprendre. Donc, on peut penser que plus les élèves vont les utiliser fréquemment et plus ça va faire partie du langage courant, du langage qu'on utilise dans la classe de français pour se comprendre. Et on voit aussi, on l'a dit, Hélène a souligné, qu'il y avait le choix du Zito, c'était d'utiliser la grammaire actuelle. Donc là aussi, l'enseignant va y trouver une occasion où les élèves vont trouver réponse à des questions qui se posent. Quand on a vu aussi les tableaux des formes ou les fiches thématiques, je pense que les élèves eux-mêmes pourraient y trouver une façon de parfaire leur connaissance. Si je me situe, par exemple, dans une classe du secondaire, 3e, 4e secondaire, peu importe, je pense que les élèves eux-mêmes pourraient être appelés à lire pour s'informer. En passant, des enseignants qui sont préoccupés par la dimension de lire pour apprendre, des enseignants de français. Récemment, une conseillère pédagogique me disait, on trouve difficilement des textes où les élèves vont lire pour apprendre en français. On lit pour apprendre sur le cancer, on lit pour apprendre sur l'alimentation, on lit, et on fait ça dans la classe de français bien souvent parce qu'on lit des textes courants, mais apprendre sur le français, sur la langue, c'est comme si c'était une habitude qui n'était pas vraiment développée. Alors, quand on regarde les fiches thématiques, et justement, cette conseillère pédagogique-là me disait, l'utilisation des fiches thématiques dans Zito répond tout à fait à cet intérêt, à cette préoccupation-là. Donc, ça amène les élèves à utiliser, à apprendre un certain nombre de choses sur le français par la lecture. On l'a vu abondamment dans la présentation d'Hélène, on trouve dans Zito une exemplification de la variation linguistique. Donc, ça permet de distinguer la langue parlée et la langue orale et ça permet d'illustrer la variation. Là aussi, on est dans des zones qu'on voit apparaître comme éléments d'apprentissage dans les programmes, mais pour lesquels les enseignantes ne sont pas nécessairement familiers. Donc, on va trouver avec toutes les indications
de la variation temporelle, géographique, socioprofessionnelle ou situationnelle. Donc, autant d'occasions pour l'enseignant pour utiliser ces éléments-là pour amener les élèves. Si on dit dans les programmes que l'élève doit tenir compte de la situation de communication, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le dictionnaire pourrait m'aider à répondre à certaines difficultés ou à des éléments que je voudrais écrire, par exemple. Ensuite, les enseignants pourraient aussi, bien sûr, on a vu des usages qu'ils ont pour eux autres, mais évidemment, amener les élèves à consulter le dictionnaire le plus fréquemment possible pour trouver, bien sûr, l'orthographe des mots. On a vu la tolérance à l'erreur tout à l'heure. Donc, déjà, les élèves peuvent y trouver les différents sens des mots avec leur usage géographique, les synonymes, les antonymes. Vous avez vu, on n'a pas vraiment attiré l'attention tout à l'heure, mais vous vous souvenez, dans une entrée, vous aviez à droite synonyme, antonyme, avec soit des mots égaux ou des mots familiers. Une des difficultés avec les élèves du primaire, quand on leur dit de ne pas répéter les mêmes mots, ils prennent un dictionnaire de synonymes, ils prennent le premier mot qui vient et ils l'insèrent dans leur texte. Alors, moi, je trouve que dans Usito, on a beaucoup d'indications sur les usages et on voit aussi apparaître est-ce que c'est un usage familier ou un usage standard. Donc, il y a là un intérêt aussi à consulter le dictionnaire pour avoir réponse à ces questions-là. On a vu aussi dans le dictionnaire, au tout début, les co-occurrences. Vous savez, l'environnement dans lequel les mots apparaissent. Donc, un enfant qui est en apprentissage de la langue, ça lui donne aussi une meilleure idée de l'environnement qui vient avec chacun des mots. Et quand on pense aux élèves qui n'ont pas le français comme langue première, bien là, on trouve là encore une multitude d'exemples. Évidemment, qu'un prof, un enseignant pourrait lancer quelques recherches, poser quelques questions à ses élèves. Par exemple, lui demander le genre du mot trampoline. Et on l'a vu tantôt, c'est une belle question parce qu'il y a 2 bonnes réponses. Alors, on pourrait leur demander est-ce que le mot orignal vient d'une langue amérindienne? Donc, les élèves peuvent commencer par essayer d'explorer leurs connaissances personnelles pour ensuite aller plus loin et voir ce que le dictionnaire en dit. On pourrait même poser la question, comment nomme-t-on le cri du lapin? Alors, si vous allez dans lapin, vous allez voir dans les remarques, pas dans les remarques, mais dans les premières indications, et on va donner le cri. Et sans doute que vous vous rappelez d'exercices qu'on fait souvent au primaire, et on demande, voici une liste d'animaux, pouvez-vous nous donner le cri? Alors là encore, l'information est assez directement. On pourrait aussi poser la question, si on commence à les sensibiliser avec l'orthographe rectifiée, et on sait souvent que les gens en ont une connaissance plus ou moins exacte, et leur demander si l'utilisation de « des cheval », est-ce que c'est recommandé par la nouvelle orthographe? Alors, autant de questions, dans le fond, que l'enseignant peut poser à ses élèves, poser à un groupe d'élèves, les amener à avoir une réponse, à argumenter leur réponse. À la limite, parfois, peut-être, si on est au secondaire, de se demander est-ce qu'on est d'accord avec ce que le dictionnaire propose. Donc, c'est vraiment pour justifier. Et je dirais que dans toute cette utilisation-là, on voit bien que le dictionnaire dépasse la simple vérification orthographique. Souvent, on dit, tu ne sais pas comment écrire un mot, consulte le dictionnaire pour voir si c'est correct. Alors, dans un usage quotidien du dictionnaire, on se rend compte qu'on est capable d'aller bien au-delà de cette dimension de la correction orthographique. Maintenant, l'enseignant qui utilise le dictionnaire tel quel, mais il peut aussi s'en servir lui-même pour créer des situations où les élèves vont mettre en commun leurs observations, leurs découvertes, leurs questions sur l'orthographe. Il peut faire des liens avec la liste orthographique, on l'a vu tout à l'heure. Donc, un enseignant qui
s'inspire de la liste orthographique et il peut bâtir un certain nombre d'activités qui vont utiliser à la fois les mots de la liste et les ressources du dictionnaire. On l'a dit, Hélène l'a dit, la liste a été faite à partir des contextes de la littérature de jeunesse. Alors, on n'ira pas à fond, mais on peut choisir un mot, trouver des contextes de littérature de jeunesse, et je pourrais demander, par exemple, proposer à des élèves une liste d'une dizaine de phrases, par exemple, qui contiennent le mot « air », « ailleurs », et leur demander si dans toutes ces phrases-là, est-ce que le mot « air » a le même sens. Et si je vais plus loin, si je leur demande de regarder l'article du Zito, leur demander à quel sens chacune des phrases correspond. Alors, c'est une autre façon d'utiliser le dictionnaire. Et un autre élément que je dirais, c'est aussi j'ai appelé ça, laisser les élèves vagabonder dans le dictionnaire. Vous l'avez sûrement fait, quand on avait des dictionnaires papier, on feuilletait comme ça au fur et à mesure, mais maintenant, avec les possibilités du dictionnaire électronique, on l'a vu tout à l'heure, on se promène d'une section à l'autre, on découvre des choses qu'on ne connaît pas, on fait des liens qu'on n'avait pas fait avant. Alors, moi, je pense que si j'étais dans une classe du primaire demain matin, je nommerais un élève chaque jour responsable du mot du jour ou de la trouvaille du jour, donc pour l'amener justement à se promener dans le dictionnaire pour faire part de ses découvertes. Donc, à travers tout ça, l'enseignant va développer chez ses élèves l'habitude de discuter d'orthographe, de réfléchir sur la langue, en les faisant participer, on l'a vu tout à l'heure, en encourageant le travail d'équipe, en diade, en favorisant l'auto-évaluation. Mais, bien sûr, tout cela est bien beau, mais ça pose quand même des défis aux enseignants. Et je pense que le premier défi, c'est vraiment de susciter l'intérêt et l'engagement cognitif des élèves. Pour ce travail-là sur la langue, souvent, on entend dire que le français n'est pas nécessairement la matière préférée des élèves. Alors, je pense qu'il y a tout un défi de la part des enseignants de les intéresser à la langue. Alors, dans un document qu'on a appelé la progression des apprentissages, donc ce document qui donne la liste des connaissances que les élèves doivent maîtriser. Juste pour vous donner quelques exemples, on dit par exemple, à l'égard du lexique, des activités proposées en classe amèneront l'élève à s'intéresser au sens des mots, à leur forme, à leur propriété et au contexte de communication dans lesquels ils sont employés. Alors, rappelez-vous tantôt les exemples du dictionnaire, les mots, leur forme, leur propriété, les contextes. Alors, on a dans un article de dictionnaire la réponse presque à toutes ces dimensions-là. Donc, le travail avec le dictionnaire lui apprendra à utiliser efficacement cet ouvrage de référence pour y trouver des informations de divers ordres, dépassant la simple fonction de vérification orthographique. Donc, c'est vraiment un changement de perspective par rapport au dictionnaire. Au regard de l'orthographe d'usage, on dit que les activités qui lui seront proposées lui permettront de stimuler sa curiosité et son intérêt à l'endroit des mots, d'organiser efficacement ses connaissances et d'accroître son autonomie en matière d'orthographe. Et finalement, bien sûr qu'on apprend des connaissances, mais le but ultime, ce sont la pratique d'écriture. Donc, des pratiques régulières d'écriture lui donneront à l'élève l'occasion d'utiliser ses connaissances, d'exercer son raisonnement grammatical complet sur les accords dans ses propres phrases et de se corriger avec efficacité en recourant au besoin à ses outils de référence. Des réflexions individuelles ou collectives de ces pratiques contribueront à l'intégration des connaissances, au développement d'automatismes en cours d'écriture. Alors, vous voyez là que ces orientations-là qui sont précisées au cœur des documents liés au programme sont bien loin peut-être de pratiques que vous avez connues, et je pense qu'ils ne sont pas complètement disparus non plus dans nos classes, mais qui sont celles liées à des cahiers d'exercices où on doit remplir des feuilles, on remplit des trous, on cible souvent une petite connaissance en particulier. Et c'est aussi bien loin d'une pratique qui est celle de je donne
10 mots à apprendre pour la semaine et je fais la correction le vendredi avec une dictée et voilà, tu bats 8 sur 10 ou 7 sur 10. Alors, il y a vraiment, et je pense qu'on voit au cœur de ces pratiques-là qui sont proposées, encouragées, d'amener les élèves à prendre une part active dans la réflexion sur la langue. Et je dois vous dire aussi que des expérimentations qui ont été faites avec des enseignants pour les gens de mon équipe qui ont élaboré des activités avec les élèves. Elles ont été expérimentées en classe avec des enseignants. Et je dirais que c'est les enseignants, les premiers, qui ont été surpris, agréablement surpris, de l'intérêt que pouvait susciter chez les élèves cette discussion-là autour des mots. Ils étaient un peu sceptiques au début, mais finalement, se sont rendus compte que les enfants y trouvaient un réel intérêt. Et quand on a, suite à la fin de l'expérimentation, demandé aux élèves eux-mêmes ce qu'ils en pensaient, les commentaires des élèves étaient là, tout à fait positifs aussi. Donc, c'est vraiment, je dirais, une question de volonté. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut briser le mythe que les élèves ne peuvent pas s'intéresser à la langue. Tout petit, il y a du travail à faire et qui va, je pense, les amener ou encourager, ce qui est, je dirais, le défi majeur des enseignants, qui est d'amener le plus grand nombre possible d'élèves à faire des apprentissages durables en écriture. Et le durable, vous l'aurez compris, que le défi, c'est que, que l'élève, dès le primaire, puisse être capable d'écrire en mobilisant le plus de connaissances qu'il a, et que tout ce qu'il va apprendre s'accumule et soit à ce point solide pour qu'il puisse l'amener à maîtriser le français à la fin du primaire, à la fin du secondaire, réussir la première fois son examen uniforme au collégial aussi. Alors, il y a vraiment là un enjeu important et les attentes sont très précises dans les documents parce qu'on dit à la fin du primaire, l'élève emploiera dans ses textes des mots précis et justes, appartenant généralement au registre standard et variera son vocabulaire lorsque le contexte de communication se prêtera. Il orthographiera correctement quelques 3000 mots fréquents. Donc, dans les listes de mots que nous avons établies, c'est 3000 mots. On pourrait dire que c'est un minimum parce que les mots, ils ont différentes formes, plusieurs sens. Il doit aussi orthographier correctement les verbes, marquer les accords, rédiger des textes cohérents. Donc, tous les critères que vous connaissez liés à la langue. Donc, avec des attentes liées à des élèves du primaire, mais dès le primaire, dès la première année, les élèves sont encouragés à écrire. Et si vous avez des enfants à l'école présentement, même si on est au mois de septembre, nos petits de première année, déjà, les enseignants devraient les amener à essayer d'exprimer quelques idées en écrit. Maintenant, si on avait l'angle de l'enseignant, l'angle de l'apprentissage maintenant, donc l'utilisation du dictionnaire par les élèves, j'irai peut-être un peu plus rapidement. Parce que quand on dit l'utilisation du dictionnaire par les élèves, en fait, c'est la même utilisation que vous-même, comme scripteur, vous faites du dictionnaire. Donc, au tout départ, une aide à la rédaction et à la révision, donc au plan orthographique, le sens des mots, le bon sens dans le bon contexte, l'utilisation, le recours à des synonymes, des antonymes, des termes génériques ou spécifiques pour assurer la continuité, la progression de l'information. Donc, on voit là aussi dans le dictionnaire, dans les mots apparentés, vous voyez apparaître des éléments qui peuvent donner des pistes à l'élève pour faire la continuité d'une phrase à l'autre. Évidemment, l'aide à la révision et la correction, tant d'un point de vue orthographique, syntaxique que textuel. Au plan syntaxique, on l'a vu avec l'exemple qu'Hélène nous a donné avec le mot « mais ». Le dictionnaire, déjà, vous donne une indication quant à l'utilisation de la virgule. Un autre élément qui n'est pas là, parce que là, on est du point de vue du scripteur, mais
l'analyse qu'on propose aux élèves, que les enseignants vont faire avec les élèves pour analyser les phrases. Donc, c'est l'analyse préconisée par la grammaire actuelle. Alors là aussi, on l'a vu tantôt avec les verbes et les prépositions. Donc, cette façon, l'adhésion du dictionnaire à la grammaire nouvelle va servir d'appui à l'enseignant pour aider les élèves à faire l'analyse des phrases. Maintenant, si on déborde de l'écriture, parce qu'un dictionnaire, ce n'est pas seulement pour l'écriture. Donc, entre autres, si je suis en lecture, le dictionnaire, l'élève va utiliser le dictionnaire évidemment en soutien à la compréhension des mots. On l'a vu, la compréhension des réalités d'ici et d'ailleurs. Et toujours là, il faut se situer. Est-ce que je suis un élève qui est né au Québec, qui connaît les réalités du Québec? Est-ce que je viens d'ailleurs? Alors là, il y a une source d'information. L'élève va aussi, la lecture va lui permettre d'acquérir des repères culturels. Donc, le dictionnaire va lui donner un tas d'exemples, de définitions, de citations d'auteurs québécois qui seront autant d'éléments pour enrichir son propre bagage. En communication orale, c'est évidemment le soutien à la compréhension et à l'utilisation des mots. L'élève, on va l'amener à l'oral, à raconter, à décrire, à informer, convaincre, à discuter avec ses voisins. Évidemment, c'est apprendre aussi à nuancer, faire évoluer sa pensée et celle des autres. Alors, autant de ressources, autant d'occasions où on peut recourir au dictionnaire pour parfaire sa façon de prendre la parole. Je vous donne quelques exemples rapidement d'intervention. C'est vraiment des exemples. Qu'est-ce que l'enseignant pourrait faire avec les élèves, proposer comme activité et pour lesquelles ces activités-là, l'élève pourrait aller chercher le dictionnaire pour se corriger ou pour avoir réponse à ces questions. On lui pourrait demander de classer des mots pour en dégager le sens, que je vous disais tout à l'heure avec les exemples avec le mot « R ». On pourrait lui demander aussi, à partir de mots qui commencent ou qui se terminent par les mêmes lettres. Et si j'étais dans l'outil interactif qui a été développé, dans cet outil-là, si je suis un enseignant, je peux demander, pouvez-vous me dire les mots qui commencent par D, par exemple, DE ou RE, si je voudrais travailler les préfixes et les préfixes ou les suffixes. Donc, ça donne à l'enseignant une liste de contextes. Il peut là trier ce qu'il veut et ensuite demander à des élèves, dans ces mots-là, lesquels mots où on trouve des préfixes et des suffixes. Il pourrait demander aux élèves d'approfondir les traits communs ou spécifiques à certains mots, classer des mots selon l'intensité, trouver des mots de même famille morphologique et les distinguer des synonymes, observer des mots pour dégager des constantes orthographiques, justifier l'emploi de certains mots ou graphies. Il pourrait aussi, quand on a vu les usages québécois ou européens ou d'ailleurs, on pourrait aussi demander à un élève, peut-être lui donner un petit défi, d'écrire un texte qui se situe dans un environnement géographique ou social donné. Si je dis à un élève, tu me racontes une histoire qui se passe, je ne sais pas moi, à Marseille, qui se passe à Paris, écris le récit que tu voudrais faire et ensuite vérifie si le sens des mots, si d'après le dictionnaire, est-ce que c'est ces termes-là qu'on utilise, par exemple en France. Alors, ce serait un exemple comme un autre. Un autre ici que j'ai tiré dans les activités qui sont proposées. Donc, c'est une fiche de mots à compléter qui est donnée aux élèves. Alors ici, on lui demande de choisir un mot. Alors l'élève a comme mission de trouver la classe de ce mot-là, le genre, des mots souvent combinés, des mots de la même famille, des phrases qui illustrent différents sens, de trouver des synonymes, des antonymes et même de penser à des stratégies de mémorisation. Donc voyez-vous, on est bien au-delà, ce qu'on recommande comme travail sur les mots, bien au-delà de dire voici le mot maison. Le mot maison s'écrit M-A-I-S-O-N. C'est souvent le travail bien minimum qui est fait. Alors là, on va aller beaucoup plus loin dans l'exploration des mots. Et imaginez les élèves qui prennent un petit 5 minutes individuelles pour essayer de compléter la fiche.
on se met à deux pour essayer d'enrichir et d'aller plus loin, et ensuite on consulte le dictionnaire pour aller encore plus loin. Alors c'est ce travail-là sur les mots, graduellement, où on pense que les élèves, ça enrichit leur propre compréhension de la langue, et ça les amène à faire un travail linguistique qui peut être drôlement intéressant. Donc, l'élève, on entend souvent l'expression, je ne sais pas si vous l'avez entendu, les élèves doivent s'engager cognitivement. On ne veut pas qu'à l'école, ils soient juste à bouger et à changer de place. S'engager cognitivement, ça veut dire avoir une tâche qui va les amener à réfléchir seuls, de réfléchir avec les autres. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il fera, lui? Donc, il a déjà planifié cette activité-là avec tous ses objectifs pédagogiques, mais l'enseignant va questionner l'élève, va lui demander des raisons de justifier, et ensuite, il pourra valider et confirmer le travail des élèves. Un autre exemple aussi que je veux vous donner pour, encore là, vous montrer cette interaction-là ou le travail qu'on souhaite qu'il soit fait. Alors, c'est ce qu'on appelle la phrase dictée du jour. Donc, c'est une pratique pédagogique qui a été éprouvée. Il y a des chercheurs, des didacticiens qui ont fait le travail. Alors, il faudrait peut-être la prendre par en bas. Alors, imaginez que vous êtes dans une classe et je vous donne en dictée, dès 8 heures, l'avion bleu a décollé des îles de la Madeleine. Là, j'ai oublié le point. Alors, l'enseignant donne cette phrase-là en dictée à ses élèves. Chacun le note. Et ensuite, au tableau, on prend note des différentes façons que les élèves ont écrit chacun des mots. Alors, moi, je les ai imaginés. Alors, on est là et on passe chacun. Et ensuite, l'enseignant amène les élèves à discuter. Alors, pourquoi? Entre la première, si je prends le dé, entre les trois façons qu'on voit à l'écran qui sont écrites, alors laquelle on doit retenir et pourquoi? Donc, encore là, c'est la justification. Et si les élèves, après vérification, après discussion, on dit, bon, ça va être le premier, le D majuscule, apostrophe, pas d'apostrophe, accent grave S, et on efface les autres. Et on passe comme ça chacun des mots. Donc, on va tantôt au sens, tantôt à l'accord, on voit la virgule. Alors, d'un mot à l'autre, on finit par ne garder que la bonne orthographe. Et ensuite, on demande aux élèves de retranscrire la phrase dans leur cahier. Et ici, j'ai pris volontairement l'exemple des îles de la Madeleine. Alors, les îles de la Madeleine, encore là, si vous allez dans Usito, vous tapez « île » et vous arrivez sur la toponymie et vous arrivez à la façon directe de l'écrire. Alors, on est là, on voit que le dictionnaire peut nous donner des réponses à toutes les questions. Et c'est dans cette interaction-là avec les élèves qu'on les amène, dans le fond, à réfléchir. Dans le fond, l'idée étant que plus ils auront réfléchi avec l'enseignant et qu'ils se seront confrontés, que le jour où ils sont tout seuls devant leur texte à écrire, ils pourront convoquer ce même raisonnement-là. Si je suis en lecture, OK. Non, attendez, c'est pas... Mon écran me... OK. Voilà. Donc, en lecture, rapidement, on peut trouver le sens des mots, comprendre les nuances, identifier si des mots appartiennent à la réalité d'ici ou d'ailleurs, dégager le contexte de communication. Si je suis au secondaire, si je vous donne cet exemple-là, un enseignant on pourrait penser que j'ai proposé à mes élèves la lecture d'un roman de Michel Tremblay. Alors, peut-être que j'arriverai avec des phrases ou des mots typiquement québécois. Alors, j'en ai tiré quelques-uns qui sont dans Usito pour montrer. Alors, j'ai vu la première, j'ai vu leur catin de cire avec de belles robes de bal sur le dos. Alors, catin. Qu'est-ce qu'on peut dégager du contexte? Alors, parfois, c'est facile à dégager du contexte. Comment on va vérifier dans le dictionnaire? Et moi, je pense que ces éléments-là, si vous avez dans votre classe des élèves
qui viennent du Québec, qui viennent de la France, qui sont originaires de la Tunisie, qui sont originaires de l'Afrique. On a là autant d'occasions pour se demander est-ce que ce sont les mêmes, est-ce qu'on comprend ce qui est là et est-ce que c'est les mêmes mots qu'on utiliserait dans les mêmes contextes. En plus, on l'a vu aussi, tout à l'heure Hélène nous l'a montré, je peux cliquer sur Michel Tremblay et ça me donne de l'information supplémentaire sur l'auteur. Oui, je peux comprendre la littérature d'ailleurs, mais si aussi je suis un prof du primaire et que je leur raconte une histoire, ma littérature, oui, je privilégie la littérature québécoise, mais c'est certain que je vais avoir dans mes bibliothèques des livres qui sont publiés en Europe. Alors voilà, j'ai une phrase, une première phrase que je trouve à la page 7. Ça dit « Oh, regarde la belle luge, papa ». Bien sûr que si je vous montre l'illustration, vous allez tout de suite vous faire une représentation visuelle de ce que c'est la luge. Mais on pourrait aussi aller voir dans Usito pour comprendre qu'est-ce que c'est la luge. Et on dit, ah, c'est la traîne sauvage, le traîneau. Alors, on fait là des exemples. Alors, avec les moufles, c'est pour les bébés. L'illustration nous donne un support. Mais si on veut aller plus loin, on peut trouver l'équivalent québécois. Et là, on peut voir aussi dans Usito qu'on a là des usages québécois et des usages français. Et je pourrais décider aussi, si je suis une maman avec mes petits, que peut-être que quand je vais le lire, je vais dire « Regarde le beau traîneau ». Et je vais lui dire « Ah, les mitaines, c'est pour les bébés. » Ah, je vais faire la transposition. Si je suis en communication orale, alors, comme on vient de le voir, on peut amener les élèves à comparer leur façon de prendre la parole. Si je vous demandais ce matin, au moment de votre premier repas, comment vous décririez la situation? Est-ce que vous avez pris le déjeuner ou le petit déjeuner? Est-ce que vous avez mangé des rôtis au beurre d'arachide ou des toasts au beurre de pinot? Alors, autant d'occasions aussi à l'oral pour s'intéresser aux mots, s'intéresser à la variation, toujours dans un contexte de, je dirais, d'ouverture sur la langue, d'ouverture sur les langues et d'acceptation. Et je terminerai, et pour boucler avec le début, quand on a dit que c'était la langue et la culture au cœur de la classe de français. Alors, je conclurai en disant que Usito, c'est un dictionnaire pour construire un rapport positif à la langue chez les enseignants et chez les élèves. C'est vraiment l'interaction des deux. On pourrait dire l'enseignant, les élèves et la langue. Alors, comment peut-on construire ce rapport positif à la langue? Alors, on l'a vu, dans le dictionnaire, on trouve un contenu d'ici, un reflet culturel pour comprendre notre réalité, mais on pourrait dire aussi pour comprendre les réalités d'ailleurs. Ce sont des réponses facilement accessibles pour maîtriser la langue. Alors, on a vu, je dirais, c'est un tout en un. On a à la fois des indications orthographiques, grammaticales, syntaxiques, on trouve de tout. On a vu aussi qu'on pouvait faire des liens entre les mots et la littérature québécoise, que c'était un outil, j'ose le dire, indispensable pour soutenir des activités d'observation, de réflexion, de discussion autour des mots et des expressions. Si les enseignants ne sont pas des linguistes eux-mêmes ou des sociolinguistes, le dictionnaire, par toute la richesse qu'il a, leur offre des occasions, des matériaux pour aborder ces questions-là. C'est évidemment pour se défaire aussi de la vision strictement normative de la langue. C'est bien plus que ça, un dictionnaire. Dépasser aussi un usage individuel, je vous l'ai dit, par les pratiques de discussion, d'interaction en classe, de créer cette dynamique-là. Au secondaire, à la fin du secondaire, on a aussi une orientation pour la dernière année du secondaire qu'on a appelée « Langue et culture en société ». Donc, pour amener les élèves justement à discuter, entre autres, des faits linguistiques. Alors, on en a là plusieurs exemples. Et je dirais aussi, on incite les élèves, on dit que la langue pour participer à la vie citoyenne. Alors, on a vu dans le dictionnaire, vous avez vu la page d'entrée, une question, un commentaire. Donc, je pense que ça peut aussi être une occasion d'inciter les élèves à entrer en communication avec l'équipe d'Usito pour ou poser des questions
ou demander des justifications peut-être, ou peut-être ne serait-ce que pour... Ça pourrait aller jusqu'à demander à Usito de trancher entre des tenants d'un camp ou l'autre pour certaines problématiques. Et évidemment, je pense que vous l'aurez compris, c'est un outil absolument incroyable pour développer un attachement à la langue française et à la culture francophone. Donc, c'est un outil, je pense, à faire découvrir aux enseignants parce que ce sont eux les premiers, les passeurs culturels qu'on parle, donc les premiers qui vont amener les élèves à s'intéresser à la langue. Et je pense que quand on s'intéresse à la langue, quand on est petit, cet intérêt-là ne fait qu'augmenter au fil du temps. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est le temps de poser des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Bon, il fait trop beau. Alors, des questions ici. Hein? Je m'appelle Joanie. Donc, ma question, en fait, c'est que, surtout dans la première partie, il y avait vous utilisiez beaucoup de conditionnels. Donc, les enseignants pourraient faire ça, voudraient ou auraient l'occasion de... Et là, je me suis demandé, est-ce que c'est rendu dans les classes? Est-ce que, comme par exemple, surtout les enseignants au primaire, est-ce qu'ils s'en servent d'Usito? Parce qu'au secondaire, je peux peut-être un peu plus le voir, mais... parce qu'il y a plein de façons, puis je regardais ça. Ma mère est enseignante au primaire, puis je me suis dit, hey, je vais faire un atelier dans la classe de ma mère, ça va être le fun. Mais est-ce que vraiment, est-ce qu'ils ont un atelier, par exemple, les enseignants, pour être capables de mieux servir d'Usito, ou c'est, on leur a parlé de ça en tant que tel, sans nécessairement les initier vraiment à la plateforme, parce que surtout au primaire, je pense que c'est un peu plus difficile à apporter, parce que, en plus d'apprendre à lire, il y a aussi quoique les enfants, ils savent un peu, mais la littératie informatique à acquérir. Là, fait que, voilà. Moi, je pense que si on veut être honnête, en première, deuxième année, je ne pense pas qu'on a vraiment la prétention que les élèves eux-mêmes vont utiliser Usito. Je pense que pour moi, c'est plus un outil pour les enseignants. À quel point les enseignants utilisent Usito, c'est certain, des commissions scolaires, comme Hélène le disait, sont abonnés, c'est là. Mais souvent, ça prend un intermédiaire. Ça prend un conseiller pédagogique qui connaît bien Usito, qui va faire des ateliers avec les enseignants, qui va les amener, dans le fond, toutes les activités que j'ai présentées à faire avec les élèves. Imaginez-vous bien qu'un conseiller pédagogique qui travaille avec des enseignants fait à peu près les mêmes activités avec les enseignants pour qu'ils se familiarisent avec le dictionnaire. Donc, cette dimension-là, on n'a pas vraiment de données à ce que les gens le font, mais je pense que oui, ça prend un intermédiaire ou ça prend des enseignants extrêmement motivés par rapport à cet intérêt-là aux mots et à la langue. Donc, c'est un intérêt, l'intérêt pour les mots et la langue, c'est un intérêt à cultiver chez les enseignants aussi. Parce que les conseillers pédagogiques qui ont travaillé avec les enseignants, vraiment, là, ça a été une révélation pour les enseignants. C'est intéressant d'entendre. C'est à la fois, ça fait plaisir et ça fait mal d'entendre ça, mais donc il y a aussi à convaincre. C'est pas tellement de convaincre, mais c'est d'amener les enseignants à mener des activités positives pour voir ce qu'ils peuvent faire. Là. Mais c'est certain qu'il y a du travail à faire et souvent, vous avez vu, quand on a vu toutes les activités, donc on aborde le sens, l'orthographe, les relations entre les mots. C'est un tissage important qu'on fait, alors que je pense trop souvent, c'est un usage très compartimenté. On apprend le mot pour l'orthographe, puis le lendemain, on travaille sur la conjugaison. Et quand on travaille sur la conjugaison, on ne travaillera pas sur le radical, puis le sens et tout. Alors, c'est ce travail-là de maillage qui est à encourager, à développer l'habileté chez les enseignants à faire ce maillage-là. Et le pourrait, peut-être pour répondre au tout début de ta question, le pourrait, c'est qu'un programme, c'est des orientations officielles. C'est un programme obligatoire, mais bien sûr, entre le programme et la pratique en classe, bien là, il y a tout un écart.
plus ou moins grand selon les enseignants, selon d'où ils partent, selon leur intérêt personnel pour la langue aussi. Alors, c'est ce défi-là qui est au cœur de l'enseignement du français. Merci. Puis, dans le fond, je vais rajouter un petit commentaire ou question. Je ne sais pas trop ça va être comment. Mais oui, en fait, moi, j'étudiais avant en enseignement du français langue seconde. Puis, j'étais juste en train de réfléchir au fait que dans un de mes cours qui est, dans le fond, utilisation d'éthique en enseignement du français langue seconde, bien, on apprend à utiliser l'éthique sous forme de médium, c'est-à-dire pour s'en servir pour enseigner, mais pas en tant qu'outil. Donc, on va faire des jeux, on va utiliser Kahoot, on va utiliser une plateforme pour faire justement une activité de casse-tête pour relier les mots, mais jamais en tant que tel pour qu'ils apprennennent à creuser grâce à cet outil-là. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant que ça soit intégré dans les cours. Bref, oui. Bien, je pense que quand on discute avec les gens de mon équipe ou avec Hélène, si on se demande qu'est-ce qu'on voudrait faire comme développement ou comme ajout, on se dit que ça pourrait être intéressant qu'il y ait une section jeu linguistique, là. Donc, de passer de l'utilisation ludique de la langue, là, où on utilise et on réutilise les mots. C'est dans la réutilisation des mots dans différents contextes qu'on finit par les ancrer en mémoire aussi, là. Je vais continuer sur ta lancée, mais d'abord, je te remercie. Écoute, c'est sûr que c'est agréable d'écouter ça. Ce qui me touche le plus, j'avoue, c'est le rapport positif à la langue. Tu sais, c'est l'histoire d'une... comme linguiste, le Claude est parti, c'est dommage, mais c'est l'histoire de notre vie, d'avoir changé le rapport à la langue. Avant, on s'exprimait mal au Québec, on écrivait mal au Québec. J'ai déjà vu la plus jeune de mes filles. J'ai dit, bon, il y a une entrevue intéressante sur la langue, on va l'écouter ensemble. Après 2 minutes, non, je suis curée d'entendre dire qu'on écrit mal, on parle mal. C'est fini. Alors, ce rapport positif à la langue, je trouve que ça prenait peut-être 1 ou 2 générations pour y arriver. Maintenant qu'on y est, comment est-ce qu'on amène les profs à jouer avec la langue, à avoir du plaisir avec la langue? Nous, quand on a commencé, on est allé, notre informaticien avait des enfants en première, deuxième année, et il est allé dans les écoles en donnant un dictionnaire à des enfants, et les autres avaient l'ordinateur, et évidemment, ne connaissant pas l'ordre alphabétique, il y avait du mal à trouver le mot et l'orthographe, alors que les tout-petits sont nés avec ces outils-là. Eux trouvaient facilement les choses. Et moi, j'ai fait énormément de rencontres avec des profs primaires, secondaires. Et j'ai toujours eu une réception, autant pour le primaire que pour le secondaire. Mais comme Lise disait, pour ce qui est de première, deuxième et troisième année, c'est quand même plus difficile d'accès. Alors, c'est un peu... Mais ils n'ont jamais, par exemple, pris une licence juste pour le secondaire. C'était toujours primaire et secondaire. Donc, il y a quand même du travail à faire. Et actuellement, avec Lise et Caroline et l'interface de recherche, comment on prend des contextes pour les enfants, de leur littérature de jeunesse, et comment on amène à découvrir la langue, les mots, les sens. Et l'orthographe, tu apprends ça souvent par mimétisme. Tu le vois 10 fois, 20 fois à un moment donné. Tu l'as compris. Mais ce que je trouve intéressant, et ce qu'on a été très surpris de voir, parce que les livres de littérature de jeunesse sont pour le préscolaire, première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le secondaire. Donc, si le mot « air », par exemple, est un mot appris en première année, ou le mot « maison » en 2 ou 3e année, on regarde les contextes de cette année-là, des ouvrages de littérature de jeunesse de cette année-là, et étonnamment, la majorité des sens y sont. Même pour des mots, même pour des livres de littérature de jeunesse de première et deuxième année, on va retrouver l'air pour ce que l'on respire, on va trouver l'air pour l'atmosphère, on va trouver l'air pour l'attitude, il y a l'air heureux, malheureux, on trouve, et l'air pour la chanson.
c'est quand même assez impressionnant de voir comment l'enfant, même en première et deuxième année, dans les livres de littérature de jeunesse, il est devant tous ces sens-là. Alors, comment est-ce qu'on amène les profs à travailler avec ces contextes-là et à faire découvrir aux enfants les sens, les co-occurrents, l'abstrait, le concret, fermer les yeux. Bien, je ferme les yeux pour dormir, mais je ferme les yeux sur un problème. Il y a énormément des proverbes, il y a énormément d'éléments qui peuvent être faits et je pense qu'on en est rendu là, mais on devait d'abord avoir un rapport positif à la langue, une ouverture sur la variation, le goût d'apprendre pour être nous-mêmes capables d'amener les autres profs à avancer dans cette... c'est un beau défi. Mais ce sera la génération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci pour la présentation. J'avais une question peut-être d'ordre plus général concernant, ben, ça a été évoqué implicitement, c'est pas un reproche que je vous fais loin de là, mais juste concernant l'interaction entre, mettons, ce qu'on pourrait appeler les nouvelles technologies comme Internet, les tablettes, etc., et le papier. Bon, comment est-ce que, ben, comment est-ce que ça se fait avec, ben, j'allais dire avec quel résultat, mais bon, j'imagine qu'il y a un certain apprentissage à faire avec les générations de personnes qui ont grandi avec le papier, qui là ont fait leurs études sur papier, là, ils s'enseignent, puis whoop, ça a changé. C'est une autre génération d'enfants, j'imagine, au primaire, au secondaire. Même quand j'ai eu des charges de cours au bac, on est comme là, mes étudiants au bac, il y a quelques années même, ne savaient pas c'était quoi un catalogue sur fiche. Bon, l'anecdote qui, tu sais, on a comme des générations d'enseignants, d'enseignantes qui ont grandi avec le papier, des élèves qui l'ont connu que des choses, l'Internet, les outils technologiques, les tablettes à portée de main, quoi. Bon, je pense que c'est comme autre chose. C'est une utilisation graduelle. Il y a des enseignants qui s'intéressent plus aux technologies. Et ce qu'on entend souvent, c'est qu'au départ, les enseignants commencent avec les technologies. Ils transposent avec les technologies ce qu'ils faisaient sur papier. Et graduellement, ils vont utiliser les technologies pour toutes les possibilités qu'elles offrent aussi. Mais je pense que dans l'utilisation, quand je pense aux personnes qui travaillent plus avec les nouvelles technologies, on est encore là aussi dans changer le rapport du maître et l'élève, que ce n'est pas toujours le maître qui a la bonne réponse. Et on voit toutes les possibilités d'Internet, donc amener les élèves en quête à approfondir. Et on a été beaucoup dans les écoles, je pense qu'on l'est encore, je vais dire malheureusement encore, c'est assez fréquent, mais dans une logique de la bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Et je dirais même dans la logique de, il y a une question, tout le monde répond à la question. Puis il y a une bonne réponse à cette question-là. Alors qu'avec les technologies ou avec le travail en équipe et avec la préoccupation, je dirais, de rendre les élèves actifs cognitivement, bien, plutôt que donner juste une question, on va peut-être donner quelques questions autour d'une même thématique et des équipes différentes vont être en quête de trouver des éléments de réponse et ensuite, on pourra mettre ça en commun. C'est cette dynamique-là aussi que peut amener les nouvelles technologies. Mais c'est un changement de rôle aussi de la part de l'enseignant. Et ça, faut quand même être conscient que pour certains enseignants, c'est un changement majeur de posture, là. Mais il y a là, je pense, à creuser et à réfléchir parce que, autre chose qui me vient en tête dans l'expérimentation, vous savez, on entend souvent, quand on voit des rapports de recherche sur des épreuves en écriture, les filles sont toujours meilleures que les garçons. Hein? Et ça, c'est observé de multiples fois, c'est très, très documenté. Alors, les enseignants qui ont changé leur pratique par rapport à l'orthographe et qui ont amené les élèves à réfléchir et à discuter, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont observé? Autant d'intérêt pour les garçons
que pour les filles. Parce que dans cette posture-là, d'amener à réfléchir, de trouver une solution, cet engagement-là cognitif, ça a amené donc un renversement de position des garçons à l'égard de la langue. Alors, on peut penser que si on change ce rapport-là, donc de quelque chose pour lequel on est en aversion parce qu'on a toujours énormément d'erreurs, à une posture de réflexion et de discussion pour s'améliorer, bien, je pense que là aussi, on devrait faire un bon bout de chemin. Les élèves devraient faire un bout de chemin, d'où l'idée des apprentissages durables en écriture.